Bonsoir et bienvenue sur Euronews. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. Tout de suite, on regarde les titres en images de ce lundi 29 juillet. L'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles que la Terre peut renouveler sur une année. Un déficit écologique qui ne cesse de se creuser, en cause nos modes de consommation. En Russie, l'opposant numéro 1 au Kremlin a-t-il été empoisonné? Alexeï Navalny a été hospitalisé en raison d'une grave réaction allergique. Des symptômes jugés étranges par son entourage et qui interviennent au lendemain d'une vague d'arrestations sans précédent en Russie depuis 2012. À la une également, la fermeté de Pékin face à la vague de mobilisation pro-démocratie à Hong Kong. Après un nouveau week-end de manifestations, le gouvernement chinois exhorte les autorités du territoire à sanctionner les auteurs de violences. Je vous le disais en titre, nous creusons chaque année un peu plus notre dette écologique. L'humanité consomme toujours plus et la planète n'a pas le temps de se régénérer. Depuis aujourd'hui, nous vivons à crédit car nous avons déjà épuisé les ressources naturelles de la Terre. Stéphane Amalian. En ce lundi 29 juillet 2019, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles que la Terre peut reconstituer sur une année. Par exemple, l'homme pêche plus de poissons et coupe plus d'arbres que ce que la Terre est capable de régénérer en un an. En d'autres termes, à ce rythme, il faudrait un peu plus d'une terre et demie pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable. Cette date de dépassement intervient de plus en plus tôt, le 21 octobre en 1993, le 22 septembre en 2003, le 2 août en 2017. C'est de la comptabilité écologique basique. D'une part, nous calculons le nombre de ressources que nous utilisons et la superficie nécessaire pour supporter toute cette production. Et ensuite, la quantité dont nous disposons. Et en utilisant les données des Nations Unies, on constate que la demande dépasse l'offre d'environ 75%. C'est comme si on vivait sur 1,75 planètes, mais nous n'en avons qu'une. L'étude réalisée chaque année depuis 2003 nous montre les différences de consommation entre les pays. Par exemple, si toute la planète consommait comme les Qataris, le jour du dépassement interviendrait le 11 février. Une date qui tomberait au 26 décembre si la consommation mondiale était calquée sur celle du Kirghizstan. En Belgique, 2 associations de protection de l'environnement avaient porté l'affaire devant la justice européenne. La durée de vie de 2 réacteurs nucléaires a été prolongée sans aucune étude environnementale. La Cour de justice de l'Union européenne vient de trancher. Les explications de Joanne Massard. La Belgique pointée du doigt par la Cour de justice de l'Union européenne. Le pays est condamné à réaliser une évaluation environnementale pour la prolongation de Doel 1 et Doel 2. Les plus petits des 7 réacteurs nucléaires belges. Leur activité devait cesser en 2015, mais cette même année, le législateur belge a décidé de prolonger leur durée de vie pour produire de l'électricité jusqu'en 2025. Dans un arrêt rendu lundi, la Cour de justice a déclaré que la loi belge prolongeant la durée d'exploitation de ces centrales a été adoptée sans que les évaluations environnementales requises n'aient été effectuées au préalable. À l'initiative de la procédure, 2 associations belges. Celle-ci estimait que l'annulation de cette loi se justifiait, d'autant que Doel jouxte plusieurs sites européens de protection de la nature et des oiseaux. La haute instance européenne a toutefois estimé que ces réacteurs pourront continuer à fonctionner si leur production est essentielle pour l'approvisionnement en électricité. En Russie, l'opposant Alexeï Navalny, vraisemblablement victime d'un agent toxique selon son entourage, qui parle d'un empoisonnement. Le blogueur anticorruption a été hospitalisé. Les détails avec Stéphanie Morbois. C'est dans cet hôpital qu'Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 au Kremlin, a été brièvement hospitalisé avant d'être de nouveau transféré en prison. Les autorités évoquent une grave réaction allergique, un scénario peu audible pour son entourage, car le militant anticorruption n'a jamais souffert d'une quelconque allergie. Pour son avocate et son médecin, il a été empoisonné et le fait de revenir dans sa cellule est dangereux pour sa santé. Le fait qu'il ait été renvoyé au poste de police alors qu'il vient à peine d'être soigné, sans résultat de test, sans comprendre de quel type d'agent chimique il s'agissait, je crois que c'est une erreur et que ça viole ses droits.
Le patient a fait l'objet d'un ensemble de mesures thérapeutiques et de diagnostics qui comprenaient des examens de laboratoire et son état s'est considérablement amélioré. Le patient a pu quitter l'hôpital. Alexeï Navalny a été condamné la semaine dernière à 30 jours de prison, la peine maximale pour ce genre de délit. Il a été arrêté au lendemain de 2 jours de rassemblement de l'opposition pour des élections libres. Au moment de son transfert à l'hôpital, ce père de 2 enfants souffrait notamment d'un gonflement des paupières et de multiples abcès sur le cou, le dos, le torse et les coudes. Demain, la décision sera prise sur l'appel de l'avocat d'Alexeï Navalny pour réduire la durée de sa peine. Ici, à l'hôpital, on considérait qu'il n'y avait aucun sens à retenir le patient. J'ai demandé aux représentants du personnel médical s'il y avait une menace pour la santé de Navalny. Ma question est restée sans réponse. En bref, en Chine, le premier cyberdissident vient d'être condamné à 12 ans de prison. C'est l'une des peines les plus lourdes prononcées ces dernières années à l'encontre d'un opposant. Wang Qi, c'est son nom, est accusé d'avoir révélé via son site internet des violations supposées des droits de l'homme. Toujours en Chine, Pékin perd patience et appelle Hong Kong à punir les auteurs des troubles dans l'ex-colonie britannique. Un rappel à l'ordre au lendemain de nouvelles manifestations pro-démocratie qui ont donné lieu aux scènes les plus violentes observées jusqu'ici. Le point avec Johan Jameta d'Angela. Face à la vague de mobilisation pro-démocratie à Hong Kong, Pékin appelle à la fermeté. Après un nouveau week-end de manifestations dans l'ancienne colonie britannique, le gouvernement chinois a exhorté l'exécutif hongkongais à réagir et à préserver la stabilité du territoire. Nous ne tolérons absolument aucun comportement qui porte atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale, ni aucune contestation du pouvoir du gouvernement central, ni de celui de la direction de Hong Kong. Le gouvernement central soutient fermement la chef de l'exécutif qui dirige l'administration de Hong Kong et qui s'acquitte de ses tâches légales. Nous soutenons fermement la police locale dans l'application stricte de l'état de droit. Dimanche soir, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Hong Kong, bravant l'interdiction de manifester des autorités. Plusieurs d'entre elles se sont rapprochées du bureau de liaison chinois, le symbole de la présence de Pékin sur l'île, avant d'être violemment réprimées par la police. Depuis mars dernier, les Hongkongais défilent contre le projet d'autoriser les extraditions vers la Chine et réclament le départ de la chef de l'exécutif local, soutenue par Pékin. La loi d'Hong Kong autorise l'armée chinoise à intervenir sur l'île à la demande des autorités locales. Un recours à la force possible, selon Pékin. L'émotion en Italie après le meurtre d'un carabinier tué par un jeune touriste américain. Le contexte de cette affaire, l'enquête et le profil du meurtrier posent question. Les précisions de Johan Massard. Dans la petite église de Somma Vesuviana en Italie, le cercueil de Mario Serciello Rega a été accueilli sous les applaudissements de plusieurs centaines de personnes. Le carabinier italien âgé de 35 ans a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les premiers éléments de l'enquête, 2 jeunes Américains ont tenté de se procurer de la cocaïne, mais au lieu de la drogue espérée, le dealer leur vend des cachets d'aspirine. En représailles, les 2 Américains lui volent le sac à dos et fixent un rendez-vous pour le lui rendre en échange de 100 €. Mais le dealer prévient les forces de l'ordre. Les gendarmes se rendront en civil au rendez-vous fixé pour l'échange. Mario Serciello Rega fait partie de la mission, mais l'arrestation vire au drame. Le jeune carabinier se fait poignarder par l'un des 2 touristes américains. Ce drame a ému le pays tout entier jusqu'au sommet de l'État. Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, et Luigi Di Maio étaient également présents aux funérailles. Malgré toutes les polémiques qui ont suivi la publication des photos du jeune suspect américain, menotté et les yeux bandés en garde à vue, c'est aujourd'hui tout un pays uni dans la douleur pour les funérailles du carabinier tué. Des funérailles organisées non loin de Naples, dans la même église où le carabinier s'est marié il y a à peine quelques semaines. Des discussions publiques sur les règles d'engagement de la police que certains veulent changer, comme par exemple l'usage de leurs armes, sont également en cours. Direction à présent les fonds marins. 4 scientifiques ont passé 28 jours à 120 mètres de profondeur, une expérience inédite en Méditerranée que nous raconte Sophie Samaï.
De l'air pur, après 28 jours passés sous les mers, dans ces caissons de 5 mètres carrés. Les 4 membres de l'opération Gombessa attendaient leur retour avec impatience. Le froid a été une épreuve. Pour vous donner une idée, on a souffert autant que lors de nos plongées en Antarctique. Cette expédition était une première mondiale. Avec cette station pressurisée dans les conditions des profondeurs extrêmes, les plongeurs montaient et descendaient sans passer par l'extérieur pour éviter les longs paliers de décompression. Résultat, 28 jours passés sous l'eau, un record. De quoi collecter échantillons et données sous-marines en toute tranquillité pour les analyser à leur retour sur la terre ferme. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me fonde des espoirs extraordinaires sur l'avenir de notre environnement. J'y crois pas trop. Mais on peut peut-être ralentir le processus. En tout cas, il y a encore matière à s'émerveiller. Ça, je vous en fais la certitude. La mer Méditerranée est victime de la pollution et du réchauffement climatique, mais elle reste un réel lieu d'enchantement. Ils ont 16 ans et sont déjà millionnaires. Leur secret, les jeux vidéo. Le premier championnat du monde en solo du jeu Fortnite s'est tenu ce week-end à New York. Regardez. Ils ont seulement 16 ans et grâce à leur passion pour le jeu vidéo, les voici désormais millionnaires. 3 adolescents ont été sacrés dimanche soir champions du monde de Fortnite. Un jeu de tir en ligne, lancé il y a 2 ans et devenu depuis un véritable phénomène. À New York, les 3 vainqueurs ont remporté plus de 5 millions d'euros lors de la première Coupe du Monde de ce jeu vidéo. Un événement très attendu pour tous les amateurs de Fortnite, comme pour leurs proches. Avant, ma famille voulait que mon frère s'éloigne un peu des jeux vidéo pour mieux se concentrer sur l'école. Mais maintenant, il est parti aux États-Unis, il fait ce qu'il passionne et il gagne beaucoup. Je suis fière de lui. Une compétition qui consacre le succès des sports électroniques, les e-sports. Une activité qui s'est professionnalisée au cours des dernières années, financée par des sponsors et par la diffusion des tournois en ligne. Et la croissance de ce secteur devrait continuer à augmenter ces prochaines années. En 2022, les e-sports devraient engranger plus de 2,7 milliards d'euros de revenus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, d'autres infos sur Euronews. Excellente soirée à tous et à demain.